Alors, je vous avais annoncé deux mutations capitales. Donc, après le numérique, voici la seconde. La mobilité, ben oui, parce qu'elle est au cœur de tous les enjeux économiques, environnementaux, territoriaux, sur la qualité de vie, bien entendu. On peut même parler de mobilité au pluriel. Alors, pour un modèle plus durablement mobile et inclusif, je vous demande d'accueillir le président du directoire d'aéroport de Lyon et la présidente du directoire de la CNR, Tanguy Bertolus et Laurence Bory-Bancel. Voilà. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, encore un vaste programme et des sujets absolument capitaux. On entre, let's cut to the chase, comme disent les anglo-saxons, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi les mobilités d'aujourd'hui, comme le fluvial, comme l'aérien, ne sont plus de simples moyens de transport? Vaste sujet. Oui, mais oui. Donc effectivement, je pense que ce ne sont pas de simples moyens de transport parce qu'ils participent de la décarbonation globale de la société et de la décarbonation de nos entreprises. Et je suis convaincue que pour avoir des entreprises pérennes, pour réindustrialiser, il va falloir investir ce champ-là, être décarboné. Donc je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus large que la simple mobilité. Tout entrepreneur qui veut décarboner son entreprise, évidemment, il va commencer par penser à décarboner son process, mais tout de suite après, il va se poser la question de comment je fais venir mes matières premières de manière la plus environment friendly possible et comment je vends mes biens avec un transport qui est respectueux de l'environnement. Et ça a été dit tout à l'heure, les clients également demandent cela, sont de plus en plus... Ah oui, vous l'observez ça? Oui, alors dans mon business, on est une entreprise qui est plus connue pour la production d'énergie à 100% renouvelable que pour la navigation ou l'irrigation. Pourtant, ce sont trois missions indissociables. Mais oui, on sent autour de nous nos parties prenantes qui sont très, très préoccupées par l'impact de ce qu'ils font, de ce que font les entreprises sur la Terre. Ça a été dit tout à l'heure, c'est la fin de l'abondance et il faut se préoccuper de la manière dont on utilise les ressources. Et donc le fluvial, puisque CNR est responsable de la navigation sur le Rhône, le fluvial est une des solutions, et je dis bien une des solutions, et je pense effectivement que ce n'est pas la solution, il ne faut pas opposer les solutions, le fluvial, le terrestre, le ferré. Non, mais on va y revenir tout à l'heure, parce qu'on va parler de la possible interconnexion des qui est majeure, des moyens. L'optionalité. Bien sûr, on va en parler. Tanguy Bertolus, même question sur les mobilités d'aujourd'hui. Alors là, on vient de parler du fluvial. L'aérien, plus qu'un simple moyen de transport? Oui, je le crois fondamentalement. Aujourd'hui, post-pandémie, cet été, on va avoir 120 destinations desservies à partir des aéroports de Lyon. Et quand on demande à nos clients, à nos passagers, pourquoi vous voyagez, ben évidemment, on voyage pour aller voir des clients, pour aller voir des filiales, pour aller voir des amis, pour aller découvrir de nouvelles cultures. Donc on voit que cette mobilité aérienne, elle est importante, la demande est là, les avions sont pleins, et elle a du sens. Elle participe aux échanges, elle participe à la relation entre les hommes, et il faut vraiment avoir ça en tête. On est dans un monde qui s'annonce plus risqué, qui s'annonce plus unilatéral, qui s'annonce plus complexe. La réponse, évidemment, n'est pas de se recroqueviller sur soi-même, mais au contraire d'aller dans le multilatéralisme, la culture du compromis, les échanges, les réseaux. Et ça, évidemment, quand on voyage, l'avion a son rôle et son importance, sa nécessité. Ça devient un lien vital. Mais justement, alors... Comment, je ne sais pas quel est le mot, est-ce que c'est démocratiser peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, améliorer ces mobilités tout en répondant bien sûr aux objectifs de décarbonation. C'est évidemment l'enjeu. On parlait à l'instant du temps long, et le temps long est fondamental. La question n'est pas comment on arrête les mobilités, mais comment on les décarbone. Et sur ce chantier, ce projet, l'aérien, le transport aérien, l'industrie du transport aérien a une grande chance en France et en Europe, c'est qu'elle est très compacte, peu d'acteurs, elle est très mobilisée, elle est très coordonnée, avec des leaders mondiaux, Airbus,
des grandes compagnies aériennes, des leaders mondiaux aéroportuaires comme Vinci Airports ou Aéroports de Paris. La feuille de route existe. Aujourd'hui, on a des leviers de décarbonation qui sont là, qui existent sur le renouvellement des flottes. Donc, renouvellement des flottes, on gagne 25% des émissions de gaz à effet de serre à chaque fois qu'on renouvelle un avion vers un avion de nouvelle génération. Des leviers comme les biocarburants. Les biocarburants existent. Les avions aujourd'hui peuvent voler avec des biocarburants. Et donc la question, c'est comment on incorpore de plus en plus avec une filière de biocarburants qui devient fonctionnelle et opérationnelle, avec une réglementation européenne qui incite, qui oblige à des niveaux d'incorporation de plus en plus hauts qui iront jusqu'à 60 à 70% en 2050. Les leviers sont aussi l'hydrogène. Airbus travaille avec un partenariat avec Vinci Airports et Air Liquide à l'avion hydrogène qui volera entre 2030 et 2035. Donc la feuille de route existe, elle est coordonnée, elle est concrète, et donc la décarbonation, c'est une réalité. Même question, Laurence Goret-Bancel. Côté fluvial, déjà ce qu'il faut dire, c'est que le fluvial permet du transport massifié. Et donc, il faut savoir qu'en France, le premier secteur émetteur de CO2, ce n'est pas la production d'énergie comme ailleurs en Europe ou dans le monde, c'est le transport. Donc, si on veut atteindre nos objectifs, important de mettre le paquet sur le transport. Et un moyen de décarboner, c'est de massifier le transport des marchandises notamment, ce que permet le fluvial. Il faut savoir qu'une barge qui transporte des conteneurs en transporte 220. Donc une barge qui transporte 220 conteneurs, c'est 220 camions de moins sur la route. Le transport fluvial permet de transporter des conteneurs, bien sûr, mais aussi du vrac, toutes sortes de vrac, de la chimie, des produits agricoles, des déchets, etc. Donc c'est vraiment adapté à toutes sortes de transports. Une tonne transportée par fluvial émet 4 fois moins de CO2 que la même tonne transportée sur la route, donc c'est bien pour l'environnement. Et surtout, si je parle du Rhône, puisque c'est le Rhône dont s'occupe CNR, entre Lyon et Marseille, on a une vingtaine de zones industrielles ou portuaires qui sont autant de poumons industriels, économiques pour les territoires. Et ces zones-là sont connectées au fluvial, bien sûr, mais également, pour la plupart d'entre elles, connectées au ferré et connectées à la route. Donc ça permet la multimodalité parce que c'est clé pour le transport. Merci pour cette transition que vous me servez sur un plateau. Comment on les crée, ces synergies ? Comment on crée l'interconnexion ? Alors déjà, il faut qu'il y ait l'infrastructure. Donc l'infrastructure fluviale, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec ce qui existe, on pourrait transporter 4 fois plus de marchandises sans investir un euro supplémentaire. Donc il faut qu'il y ait l'infrastructure fluviale, l'infrastructure ferrée et routière. Et ensuite, il faut que les utilisateurs, que les clients, que les chargeurs, que les logisticiens utilisent ce mode parce qu'il est efficient économiquement et efficient d'un point de vue environnemental. Tanguy Bertolus. D'abord, c'est une question d'état d'esprit. Il faut arrêter de mettre en compétition, en concurrence les modes de transport. On entend trop souvent le train, l'avion, etc. Il faut que l'un finance l'autre, etc. Le sujet, c'est comment les modes de transport sont complémentaires. Et aujourd'hui, un utilisateur, un client du train, n'a pas le même besoin qu'un utilisateur de l'avion. Un trajet moyen en train, c'est à peu près 300 km, 350 km. Un trajet moyen en avion à Lyon, c'est à peu près 1500 km. 1500 km. On voit que ce n'est pas les mêmes choses. Comment sont-ils complémentaires aujourd'hui ? Comment peuvent-ils être complémentaires en 2030 ? C'est une question d'infrastructure, d'état d'esprit et d'infrastructure. Et aujourd'hui, à Lyon, à l'aéroport de Lyon, on a la chance d'avoir une gare TGV. Donc on a la matérialisation très concrète de cette possibilité de multimodalité. On a un train, enfin on a une gare TGV, on a un tramway qui vient du centre-ville. Cette multimodalité, elle est très concrète. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble, c'est bien ça qui manque, elle n'est pas beaucoup développée, hein, ça manque aujourd'hui, à offrir une offre commerciale pour nos clients qui soit attractive, qui soit pas chère, qui soit pratique pour faire un bout de trajet en train, un bout de trajet en avion. Cette modularité, elle est aussi sur le fret. On a une grosse zone cargo, un projet Eurocarex, un Lyon-Turin qui va arriver dans les prochaines années. Comment on fait de la multimodalité fret à l'aéroport. Donc tout ça, ce sont des chantiers qui sont en cours, qui sont à mon avis pas assez avancés, sur lesquels on ne travaille pas assez parce qu'on est plus les uns contre les autres que les uns avec les autres. Et donc les opportunités, elles existent et les infrastructures sont là. Il manque que le fluvial à l'aéroport. J'espère que ça viendra un jour. Peut-être.
On se souviendra que ça s'est décidé ici, d'accord? Comment la transformation des mobilités, Laurence Bory-Bancel, influence-t-elle les autres transitions? Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est une pierre à l'édifice, on va dire. Une pierre importante pour la France, comme je le disais tout à l'heure, parce que le transport est le secteur le plus à effet de serre, le plus émetteur de gaz à effet de serre, pardon. Et après, je pense qu'en tant qu'entrepreneur dans cette pièce, quand on pense les choses, on les pense globalement. Ouais. Donc, quand on pense la décarbonation de nos entreprises, on pense aussi la décarbonation du transport. Donc, pour moi, c'est une appréhension globale du problème. Ça participe à la résolution du problème. D'après vous, à quoi, un peu la même question depuis ce matin, la mobilité, alors je ne sais pas, globale ou en tout cas régionale, en 2030, elle ressemblera à quoi? Ou vous souhaiteriez qu'elle ressemble à quoi, Tanguy Bertolus? Déjà, elle aura franchi des grandes étapes de décarbonation. On aura réduit de plus de 30%, 40% les émissions du transport aérien, par justement le renouvellement des flottes, par les biocarburants. Et je pense qu'elle aura du sens. C'est une mobilité pour servir à quelque chose, pour le lien, pour l'échange, ce qu'on appelle chez Vinci Airports la mobilité positive. Ce sera plus un sujet de conflit ou de débat, mais une uniformisation de la volonté de travailler ensemble vers une mobilité décarbonée. La mobilité en 2030, Laurence Bory-Bancel? Alors pour moi, ça sera une somme de mobilité au pluriel, comme ça a dit tout à l'heure, donc avec plein d'options. Il y aura, j'espère, davantage de fluvial, multiplié par 4, comme je disais tout à l'heure. Il y aura de la logistique douce du dernier kilomètre, parce que on n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous avançons. D'ailleurs, au port de Lyon, qui n'est pas très loin d'ici. D'ailleurs, pour la petite histoire, ici, nous sommes sur le site du port historique de Lyon, en fait. Maintenant, le port de Lyon s'est déplacé au sud, mais la sucrière faisait partie des infrastructures du port de Lyon. Donc la logistique de dernier kilomètre, ça aussi, c'est quelque chose qui sera mis en avant. Et puis le fluvial, bien sûr, les déplacements électriques. CNR, nous produisions de l'électricité à 100% renouvelable, donc notre électricité pour aller dans des batteries, pour des voitures qui rouleront et qui seront renouvelable. Donc je pense que ce sera une somme d'optionnalités et comme l'a dit Tanguy, avec du sens. Et le sens, ce sera de faire des choses qui préservent les ressources de notre planète. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Laurence Bory-Bancel et Tanguy Bertolus, merci beaucoup. Merci.